terre à peine 3 kilomètres plus loin. La maison du lac était le rêve de Mathieu, pas le mien. J'y ai aidé à construire la grande terrasse en bois de mes propres mains. J'y ai porté des madriers, planté des clous, et mon sang a coulé sur ces planches. C'était censé être sa maison pour toujours. C'était 14 mois avant que je ne reçoive la facture des électricités par la poste. J'y étais assis à ma table de cuisine à Lyon un mardi matin, parcourant la pile des enveloppes que j'y ignorais depuis 3 jours quand je l'ai vue. Un relevé des EDF qui m'était adressé, transféré depuis l'adresse de la maison au bord du lac des Annecy. Le montant était de 247 €. J'y ai posé ma tasse de café très lentement. La maison du lac était restée vide depuis la mort de mon fils. Du moins, c'est ce que je croyais. C'est ce que ma belle-fille m'avait dit quand je l'avais appelée 6 semaines après les funérailles pour lui demander ce qu'elle voulait faire de la propriété. Elle avait pleuré au téléphone. Elle disait qu'elle ne pouvait même pas supporter d'y penser. Elle disait que les souvenirs étaient trop douloureux. Elle disait, « Papa, laisse-moi juste un peu de temps. » Je lui ai donné du temps. Je lui ai donné 14 mois, mais quelqu'un avait accumulé une facture d'électricité de 247 € dans une maison qui était censée être vide. J'y ai mis la facture dans la poche de ma chemise, j'y ai pris mes clés et j'y ai parcouru les 60 kilomètres jusqu'au lac des Annecy sans dire à une seule âme où j'y allais. Laissez-moi revenir en arrière. Laissez-moi vous parler de mon fils parce que vous devez comprendre ce que j'y ai perdu avant de pouvoir comprendre ce que j'y ai trouvé. Mathieu avait 34 ans quand il est mort. C'était le genre d'homme qui se souvenait de l'anniversaire de tout le monde, qui se présentait quand vous aviez besoin d'aide pour déménager des meubles sans qu'on le lui demande, qui entraînait le club de foot des jeunes le samedi matin, même quand il était épuisé par sa semaine. Il avait les yeux de sa mère et mon entêtement, ce qui le rendait à la fois merveilleux et parfois exaspérant. Il est devenu ingénieur civil, a épousé une femme nommée Aurélie à 28 ans, et a acheté ce terrain au bord du lac parce qu'il disait qu'il voulait un endroit où ses enfants pourraient grandir près de l'eau. Lui et Aurélie n'ont jamais eu d'enfants. C'était une tristesse qu'il portait discrètement. Mathieu est mort il y a 17 mois dans ce que le rapport des accidents a appelé une collision à véhicule unique sur l'autoroute A7 près de Valence. Il rentrait d'un chantier un mercredi après-midi. La police a dit qu'il s'était déporté de la route, avait percuté une glissière de sécurité et avait dévalé un talus de 12 mètres. Ils ont dit que c'était probablement la fatigue. Ils ont conclu à un accident en 48 heures. Je ne l'ai pas remis en question à l'époque. J'y étais trop brisé pour questionner quoi que ce soit. Ma femme était décédée 4 ans plus tôt d'un cancer. Mathieu était mon fils unique et maintenant il était parti lui aussi. J'y avais 63 ans et j'y étais complètement seul d'une manière que je n'avais jamais connue de ma vie. Aurélie a tout géré. Elle était calme et organisée d'une manière que je ne pouvais pas être. Elle a coordonné les funérailles, a traité avec la compagnie des assurances, a géré les papiers. Je me souviens avoir été reconnaissant pour son efficacité. Je me souviens avoir pensé que mon fils avait bien choisi. Maintenant, je conduisais vers une maison du lac qui était censée être vide avec une facture de service public dans ma poche. J'y ai quitté la route principale pour m'engager sur le chemin de gravier à environ 400 mètres de l'eau. J'y ai coupé mes phares. Vieille habitude. Ne me demandez pas pourquoi. Et je me suis arrêté derrière la lisière des arbres à environ 200 mètres de la maison. Je suis resté assis là un moment. Il y avait des lumières allumées à l'intérieur. Pas une seule lumière, pas une lampe oubliée sur une minuterie. Les fenêtres du salon étaient éclairées. La cuisine aussi. La lumière de la terrasse arrière était allumée et je pouvais voir le vacillement bleuté d'une télévision à travers les rideaux. Quelqu'un était à la maison. Mon cœur faisait quelque chose d'étrange dans ma poitrine. Pas de la peur, exactement. Quelque chose de plus vieux et de plus froid que la peur. J'y ai fouillé dans la boîte à gants et j'y ai sorti la petite lampe torche que je garde là. Et puis je me suis souvenu de quelque chose auquel je n'avais pas pensé depuis plus d'1 an. Mathieu avait installé un système de caméras de sécurité l'été avant sa mort. 4 caméras, porte d'entrée, terrasse arrière, allée, et une couvrant le ponton. Il avait tout installé lui-même, fier comme tout, m'expliquant le fonctionnement lors d'un appel vidéo. Les images étaient sauvegardées automatiquement sur un compte cloud. J'y avais les identifiants de connexion écrits dans un carnet à la maison parce que Mathieu m'avait obligé à noter tous ces mots de passe après que j'y ai perdu l'accès à mes propres emails pendant 6 semaines. Je ne suis pas allé à la porte d'entrée.
Je me suis assis dans ma voiture dans l'obscurité, j'y ai sorti mon téléphone et je me suis connecté au compte des caméras. Le flux en direct s'est chargé. La caméra de elle allait montrer un SUV Volkswagen gris garé là où Mathieu garait habituellement la sienne, un véhicule que je ne reconnaissais pas. La caméra de la terrasse montrait 2 tasses de café posées sur la rambarde. Et la caméra de la porte des entrées montrait une couronne suspendue à la porte, une couronne décorative avec des petites pommes de pin et un ruban rouge. Le genre de couronne que quelqu'un accroche quand il considère un endroit comme sa maison. Je suis passé aux séquences enregistrées. Je suis remonté 14 mois en arrière et je me suis assis dans ma voiture dans le noir sur une route de gravier en Haute-Savoie, et j'y ai regardé la vie de ma belle-fille se dérouler sur un écran de 3 pouces. Elle avait commencé à l'amener ici moins de 2 mois après les funérailles de Mathieu. Son nom, j'y ai fini par le voir sur un courrier qu'il avait laissé sur la table de la terrasse, était Nicolas. Il avait les épaules larges, peut-être 40 ans, avec une barbe qu'il gardait soigneusement taillée. Il bougeait comme un homme qui était à l'aise partout où il allait. Facile dans son corps, facile dans une maison qui n'était pas la sienne. Sur les images, je les ai regardés préparer le dîner dans la cuisine de Mathieu. Je les ai regardés s'asseoir sur la terrasse que Mathieu avait construite, boire du vin et regarder le soleil se coucher sur cette même eau que Mathieu avait aimée toute sa vie d'adulte. J'y ai regardé Nicolas repeindre la porte des entrées, la porte de Mathieu, d'une couleur que je n'avais jamais vue auparavant, une sorte de vert gris, remplaçant le rouge que Mathieu avait choisi lui-même et que je l'avais aidé à appliquer par un samedi chaud de juillet. J'y ai regardé tout cela pendant 45 minutes dans le noir dans ma voiture et je n'ai pas bougé. Puis je suis rentré chez moi. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je me suis assis à ma table de cuisine avec un bloc-notes et un stylo et j'y ai écrit tout ce que j'y avais besoin de savoir. La propriété était toujours techniquement au nom de Mathieu et d'Aurélie parce que la succession n'avait pas été entièrement réglée. Aurélie m'avait dit, quand je l'avais interrogée doucement à ce sujet il y a plusieurs mois, qu'elle travaillait avec un avocat et que c'était compliqué. J'y avais acquiescé et je n'avais pas insisté. Je ne voulais pas être le beau-père difficile et en deuil. Je ne voulais pas être un fardeau pour sa douleur. Le lendemain matin, j'y ai appelé mon propre avocat, Maître Lefebvre, qui gérait mes contrats commerciaux depuis 20 ans. Je lui ai dit ce que j'y avais trouvé. Je lui ai parlé de la facture des électricités, des images, du véhicule dans l'allée, de la couronne sur la porte. Je lui ai parlé de 14 mois de silence pendant que quelqu'un d'autre vivait dans la maison de mon fils. Lefebvre a écouté sans m'interrompre. Puis il a dit, ne la contactez pas encore. Ne lui faites pas savoir que vous avez vu quoi que ce soit et envoyez-moi ces séquences. Je lui ai envoyé 62 clips vidéo distincts. Au cours des 3 semaines suivantes, Maître Lefebvre a découvert plusieurs choses. L'assurance habitation de la maison du lac avait été discrètement passée au nom d'Aurélie seule avec le nom de Mathieu supprimé, quelque chose qui aurait dû nécessiter un acte de décès et un processus légal. Mais qui semblait avoir été fait avec des documents que je n'avais jamais vus ni approuvés en tant qu'exécuteur secondaire de la succession. Les registres de la taxe foncière montraient qu'une demande avait été déposée pour transférer la propriété exclusive à Aurélie, en attente d'une approbation judiciaire qui avait été programmée à mon insu. Et les comptes des électricités et des eaux avaient été transférés du nom de la succession au nom personnel d'Aurélie il y a 7 mois. Elle n'attendait pas de faire son deuil. Elle déplaçait méthodiquement, tranquillement, pièce par pièce, la maison du lac de Mathieu à son propre nom tout en me disant qu'elle avait trop le cœur brisé pour y penser. Maître Lefebvre a aussi trouvé autre chose. Il a découvert que Nicolas n'était pas un étranger que Aurélie avait rencontré après les funérailles. C'était un ancien collègue à elle, quelqu'un avec qui elle avait travaillé dans son entreprise il y a 4 ans. Il a trouvé des publications sur les réseaux sociaux supprimées mais récupérables grâce à des outils des archives qui montraient Aurélie et Nicolas ensemble à un concert 11 mois avant la mort de Mathieu. Juste 2. Une photo qu'elle avait publiée puis retirée, légendée avec des paroles de chansons que je ne répéterai pas ici. J'y ai lu cela et j'y ai dû sortir et rester dans mon jardin pendant un long moment. Je veux être honnête avec vous sur ce que j'y ai ressenti pendant ces semaines. Je veux être clair parce que je pense que l'honnêteté est la seule chose qui rend tout cela digne d'être raconté. J'y ai ressenti du chagrin et j'y ai ressenti de la rage et j'y ai ressenti quelque chose pour lequel je n'avais pas de nom. Une terreur rétroactive comme en regardant une photographie et en voyant enfin l'ombre dans le coin que vous aviez manqué la première fois. J'y ai pensé à Mathieu sur cette autoroute. J'y ai pensé au rapport des accidents qui disait fatigue.
J'y ai pensé à un homme qui entraînait le foot le samedi matin parce qu'il voulait des enfants un jour, rentrant fatigué un mercredi après-midi. Je n'ai rien dit de tout cela à Maître Lefebvre. Certaines choses, on les porte seules jusqu'à ce qu'on sache quoi en faire. Ce que j'y ai dit à Lefebvre, c'est que je veux que tout ce qui appartient de droit à la succession de mon fils soit protégé. Je veux une documentation de chaque action non autorisée prise contre cette succession, et je veux connaître chaque option qui s'offre à moi selon la loi française. Lefebvre a dit, donnez-moi 30 jours. Je lui en ai donné 22. Pendant ces 22 jours, je suis retourné à la maison du lac 2 fois de plus, pas pour confronter qui que ce soit. Pas encore. J'y suis allé la première fois au petit matin, et je me suis assis dans ma voiture, et j'y ai regardé à travers des jumelles pendant que Nicolas transportait des cartons du Volkswagen gris vers le garage de Mathieu, avec les outils de Mathieu toujours accrochés au tableau à l'intérieur. Des outils que j'y avais offerts à mon fils au fil des ans. Un mètre ruban, un niveau, un jeu de perceuse dans un boîtier rigide rouge. J'y ai regardé Nicolas déplacer ses cartons comme un homme qui s'installe, comme un homme qui croyait que cet endroit était le sien maintenant et le serait toujours. La deuxième fois que j'y suis allé, j'y ai apporté mon téléphone et j'y ai parcouru la limite de la propriété le long du côté en restant dans la lisière des bois, et j'y ai pris mes propres photographies, non pas parce que Maître Lefebvre en avait besoin, mais parce que j'y en avais besoin. Parce que j'y avais besoin de le voir de mes propres yeux plutôt qu'à travers un écran de 3 pouces. Parce que mon fils avait parcouru cette même lisière en botte et m'avait montré où les cerfs descendaient vers elle au petit matin, et j'y avais besoin d'être sur le même sol où il s'était tenu. J'y ai trouvé quelque chose lors de cette deuxième visite que je n'avais pas prévu. Près du ponton, à moitié caché sous une bâche qui s'était partiellement détachée, se trouvait un bateau que je ne reconnaissais pas. Un bateau de pêche de 5 mètres, modèle récent, avec un nom peint sur le côté en lettres soignées. Le nom était le deuxième prénom d'Aurélie, Marie. Ce bateau n'était pas là quand Mathieu était vivant. Quelqu'un l'avait acheté et elle avait amarré au ponton de Mathieu et elle avait nommé après elle-même. J'y ai photographié le numéro de coque. Lefebvre l'a vérifié. Le bateau avait été acheté il y a 8 mois. Acheté en utilisant un compte de crédit qui avait été ouvert au nom de la succession de mon fils. Un compte qui avait été ouvert 3 mois après la mort de Mathieu, en utilisant une documentation qui, dès après ce que je pouvais dire, avait été soumise à mon insu et sans mon consentement en tant que co-exécuteur. Elle avait utilisé le crédit de la succession de mon fils décédé pour s'acheter un bateau, elle avait nommé après elle-même et elle avait amarré à sa maison. Je me souviens de la voix de Lefebvre au téléphone quand il m'a annoncé cela. Très calme, très posé, de la manière dont les avocats deviennent quand ils ont construit quelque chose de solide. Il a dit, « Je pense que nous sommes prêts. » Nous l'étions. Je ne vous détaillerai pas chaque aspect juridique car ce n'est pas le but de cette histoire et parce que franchement, une partie est encore en cours et mon avocat préférerait que je garde certains détails privés. Ce que je vais vous dire, c'est ce qui s'est passé le matin où tout a changé. Maître Lefebvre a envoyé une lettre recommandée à l'avocat d'Aurélie exposant chaque découverte, les changements des assurances non autorisées, la demande de transfert de propriété frauduleuse, le compte de crédit de la succession, le bateau. Les 62 clips des caméras de sécurité horodatées sur 14 mois. La lettre comprenait une mise en demeure formelle de cesser toute action ultérieure liée au bien de la succession, une demande de reddition de compte complète sur tous les actifs et dépenses de la succession depuis la mort de Mathieu. Et la notification qu'une requête avait été déposée auprès du tribunal pour demander un audit complet et la nomination d'un administrateur indépendant. On m'a dit que Aurélie avait reçu la lettre un jeudi matin. Le jeudi après-midi, son avocat avait appelé Lefebvre. Le vendredi, Aurélie m'avait appelé. J'y ai laissé passer l'appel vers la messagerie. Je me suis assis à ma table de cuisine et j'y ai écouté sa voix, une voix que j'y avais autrefois considérée comme celle de ma famille. Et je l'ai entendu prononcer mon nom et je l'ai entendu commencer par les mots, je sais que cela semble mal. J'y ai écouté le message en entier, les 4 minutes et 17 secondes. Et puis j'y ai posé mon téléphone face contre terre sur la table. Je ne l'ai pas rappelé. L'audience au tribunal a eu lieu 6 semaines plus tard. Je veux vous parler de ce jour-là parce que c'est la partie de cette histoire sur laquelle je reviens le plus souvent. Tard le soir quand je suis assis sur la même chaise de cuisine où j'y ai lu la facture des électricités qui a tout déclenché. La juge était une femme d'une 60aine d'années, aux cheveux argentés avec des lunettes de lecture qu'elle n'arrêtait pas d'enlever et de remettre tout en examinant la documentation.
Maître Lefebvre a tout présenté méthodiquement, pièce par pièce, les images des caméras, les dossiers financiers, l'immatriculation du bateau, l'archive des réseaux sociaux. Aurélie était assise à l'autre bout de la salle avec son propre avocat. Elle était habillée avec soin, professionnelle, et elle gardait son visage très immobile. Nicolas n'était pas dans la salle des audiences. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y soit. À un moment donné, la juge a levé les yeux des documents des immatriculations du bateau et a regardé directement Aurélie et a dit simplement « Vous avez donné votre nom au bateau ». Ce n'était pas une question. L'avocat d'Aurélie a dit « Votre honneur », et la juge a répondu « Je le note pour le compte-rendu ». Le jugement est tombé 11 jours plus tard. La demande de transfert de propriété a été annulée. Le compte de crédit de la succession a été gelé en attente d'un audit complet. L'assurance habitation a dû être rétablie dans sa forme appropriée. Un administrateur indépendant a été nommé pour superviser le règlement de la succession. Aurélie a reçu l'ordre de quitter la Maison du Lac dans les 30 jours et de fournir une comptabilité complète de toutes les dépenses effectuées en utilisant les fonds de la succession. J'y étais assis dans le bureau de Lefebvre quand il m'a appelé pour m'annoncer le jugement, et je n'ai rien dit pendant un moment. Puis j'y ai dit, et pour le reste. Lefebvre savait ce que je voulais dire. Je lui avais dit des semaines plus tôt, ce à quoi je pensais tard le soir, à propos du rapport des accidents, à propos de Nicolas, à propos de la photo du concert 11 mois avant la mort de Mathieu. Je ne lui avais pas demandé d'agir à ce sujet. Je lui avais juste dit parce que j'y avais besoin que quelqu'un sache. Lefebvre a dit, c'est une conversation différente. Cela implique des personnes différentes. Ce n'est pas quelque chose que je peux poursuivre moi-même, mais je connais quelqu'un qui le peut. Il m'a donné un nom. J'y ai passé un appel. Je ne vous dirai pas ce qui est ressorti de cet appel. Pas encore. Parce que comme je l'ai dit, c'est toujours en cours. Ce que je vais vous dire, c'est qu'on m'a dit d'être patient et que la patience est quelque chose dans laquelle je suis devenu meilleur depuis la mort de mon fils. Parce que le chagrin vous apprend que le temps ne bouge pas de la manière dont vous le pensez. Que certaines choses prennent plus de temps à faire surface que d'autres. Et que la vérité finit toujours par remonter, comme les choses le font quand l'eau est enfin assez calme pour en voir le fond. Mais je veux vous parler de la Maison du Lac parce que cette partie est terminée et c'est la partie qui m'a rendu quelque chose que je ne savais pas avoir perdu. Après les procédures judiciaires, après que Aurélie soit partie et que la succession ait été correctement administrée, la Maison du Lac de Mathieu m'est revenue. Cela avait toujours été la disposition de son testament. Si Aurélie décédait avant lui, ou si le mariage était dissous, la propriété revenait à sa succession et donc à moi. Elle le savait. Elle avait essayé d'aller plus vite que le processus légal. Tranquillement et soigneusement avant que je ne m'en aperçoive. Elle n'avait pas compté sur la facture d'électricité. Elle n'avait pas compté sur le système de caméra que son mari avait installé par un après-midi d'été parce qu'il était fier de son propre travail et voulait le montrer à son père. La première nuit que j'y ai passée à la Maison du Lac après qu'elle me soit revenue. Je me suis assis sur la terrasse que Mathieu avait construite et j'y ai regardé le soleil se coucher sur le lac des Annecy. J'y avais repeint la porte des entrées. Pas en rouge. J'y avais l'impression que cela appartenait à une époque où je ne pouvais pas revenir. Je l'ai peinte d'un bleu marine profond, la couleur que ma femme avait toujours voulu pour la porte des entrées de notre maison quand elle était vivante. Une couleur qu'elle montrait souvent sur des échantillons de peinture en disant « un jour ». Je n'ai rien accroché à la porte. Je l'ai laissé nu. Le bateau, nommé d'après Aurélie, avait été saisi dans le cadre de l'audit de la succession. À sa place au ponton, j'y ai amarré le vieux bateau de pêche en aluminium que je gardais dans mon garage à Lyon depuis 11 ans. Celui que Mathieu et moi utilisions chaque été avant qu'il ne soit assez vieux pour avoir ses propres projets les week-ends d'été. Il a un petit moteur hors-bord et 2 sièges en aluminium et une glacière qui sert de 3e siège et une rayure le long du côté bâbord causée par une souche immergée en 2009 que je n'ai jamais pris le temps de réparer. Je ne lui ai donné aucun nom. Je vais à la Maison du Lac presque tous les week-ends maintenant. Je fais de petites réparations, une section de la rambarde de la terrasse qui s'est desserrée pendant l'hiver, une moustiquaire de fenêtre qui avait besoin d'être remplacée, les planches du ponton qui demandent à être resserrées chaque printemps. J'y ai rencontré 2 des voisins, un couple de retraités des Albertville nommés Guy et Martine, qui possèdent la propriété au nord, et qui connaissaient un peu Mathieu et ont dit des choses gentilles à son sujet quand ils ont appris qu'il était mon fils. Un samedi matin en mars,
j'y étais au ponton avant le lever du soleil, juste assis dans le bateau en aluminium avec un thermos de café, regardant la brume s'élever de l'eau, et je me suis surpris à parler à Mathieu. Pas une prière, exactement. Juste parler comme on le fait quand quelqu'un est parti et que le silence devient trop grand pour être gardé seul. Je lui ai parlé de la décision du tribunal. Je lui ai parlé de la porte bleue marine. Je lui ai parlé du couple de voisins qui se souvenait de lui. Je lui ai dit que j'y allais garder la maison. Je lui ai dit que j'y étais désolé d'avoir mis 14 mois à lire le courrier. La brume se dissipait sur Hello à ce moment-là et la lumière arrivait dorée sur le lac. Et je me suis assis là dans son bateau sur son eau avec mon café et j'y ai pensé au genre d'homme qu'était mon fils. J'y ai pensé à la couronne qui avait été sur sa porte, la couronne de quelqu'un des autres, la revendication de quelqu'un des autres sur un endroit qui avait été construit dans l'amour et qui était censé rester dans l'amour. Et j'y ai pensé à la façon dont les images des caméras, ces mêmes images qui ont tout exposé, étaient aussi le dernier cadeau que mon fils m'avait laissé. Il les avait installés lui-même. Il m'avait montré chaque angle, fier de son travail, voulant que je sache où tout se trouvait. Il n'avait aucun moyen de savoir. Mais il m'avait donné les outils pour trouver la vérité. Ce n'est pas un accident. J'y ai 63 ans et j'y ai cessé de croire aux accidents. Il y a une affaire juridique encore non résolue que j'y ai mentionnée plus tôt, et je vous en dirai plus quand je le pourrai. Il y a une question que j'y ai posée et qui n'a pas encore de réponse complète, et j'y ai appris à porter cette question comme on tient une ligne de pêche, avec assez de tension pour sentir ce qui est là, mais pas trop pour ne pas briser ce que l'on tient. Patience. Le mot de Lefebvre, essayer est un bon mot. Mais je veux vous dire ceci, qui que vous soyez, dès où que vous regardiez en ce moment. J'y ai failli ne pas ouvrir cette enveloppe. Elle est restée dans une pile de courrier pendant 3 jours. J'y ai failli la jeter sans regarder parce que je supposais que c'était de la publicité parce que j'y étais fatigué ce matin-là parce que le chagrin vous donne envie de repousser les choses pour éviter un rappel de plus de ce que vous avez perdu. Ouvrez le courrier, retournez à la maison, vérifiez la caméra. La vérité est généralement là. Elle est patiente d'une manière que les gens qui la cachent ne sont pas. Elle attend. Elle s'accumule. Elle se sauvegarde automatiquement sur un compte cloud quelque part, un clip à la fois, jusqu'au jour où vous vous asseyez dans une voiture sombre sur un chemin de gravier et qu'elle se charge sur votre téléphone et que tout son poids se met en place. Mon fils était un homme prudent. Il construisait des choses pour durer. Il pensait à l'avenir quand le reste des entre nous étions encore debout dans le présent. Je passerai le reste de ma vie à être reconnaissant qu'il m'ait appris une partie de sa prudence. Cette histoire nous rappelle cruellement que le deuil ne doit jamais nous aveugler au point de ne plus prêter attention aux détails de notre réalité. Ce père de famille, brisé par la perte de son fils unique, aurait pu tout perdre s'il n'avait pas eu ce petit sursaut de curiosité face à une simple facture EDF de 247 €. C'est souvent dans la banalité du quotidien que se cachent les plus grandes trahisons. La patience et la rigueur de ce père sont admirables car au lieu d'agir sous le coup de la colère en découvrant l'infidélité et la manipulation de sa belle-fille, il a choisi la voie de la justice et de la preuve. La technologie, que son fils Mathieu affectionnait tant, est devenue le pont entre le passé et le présent, permettant à la vérité de triompher même après la mort. Cette maison au bord du lac des Annecy n'est plus seulement un bâtiment en bois, elle est devenue le symbole de la résilience d'un homme qui refuse de laisser le souvenir de son fils être bafoué par la cupidité et le mensonge. La fin reste ouverte sur une enquête plus profonde, suggérant que l'accident de Mathieu n'était peut-être pas si accidentel que cela. Et vous, que auriez-vous fait à la place de ce père si vous aviez découvert une telle trahison ? Pensez-vous que la justice est suffisante pour apaiser une